Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons les attaques animales les plus stupides. Depuis un selfie avec des oursons grizzly à Yellowstone jusqu'à imiter un gorille de montagne en Ouganda. Mais d'abord, nous commençons au Costa Rica, où taquiner un crocodile pour les réseaux sociaux est devenu mortel. C'était le 14 juin 2019, le long des rives boueuses de la rivière Tarcol, dans la province de Punta Arenas, Costa Rica. La rivière, connue pour sa forte population de crocodiles américains, serpente à travers les forêts de mangroves avant de se jeter dans le Pacifique. Les habitants et les touristes affluent vers le pont au-dessus pour observer les énormes reptiles se prélasser sur les bancs de sable en dessous. Les nourrissages illégaux au fil des ans ont conditionné de nombreux crocodiles à associer les humains à la nourriture, les rendant plus audacieux et plus disposés à s'approcher du rivage. La saison des basses eaux avait révélé davantage de berges boueuses, créant un terrain trompeur qui semblait solide mais était glissant avec des algues et de la végétation en décomposition. Les panneaux d'avertissement affichés le long du pont et de la rive avaient pâli à cause du soleil, leur message à peine lisible. Sofia Rojas, une assistante marketing de 25 ans originaire de San José, était descendue avec son amie Carla Jiménez pour un week-end. Les deux femmes étaient attirées par le frisson des rencontres rapprochées avec la faune, publiant souvent des vidéos sur les réseaux sociaux. Cet après-midi-là, ils ont embauché Diego Vargas, un batelier de 47 ans, connu pour sa nature prudente et son respect strict des protocoles de sécurité. Diego transportait des touristes le long de la rivière depuis plus de 10 ans et avait vu de première main à quel point les crocodiles pouvaient devenir dangereux lorsqu'ils étaient provoqués. Il a averti les femmes à plusieurs reprises de ne pas s'approcher du bord de l'eau ou de tenter de nourrir les animaux. Un garde forestier patrouillant sur le pont au-dessus criait également des avertissements, sa voix sévère portant sur l'air humide. Les avertissements répétés laissaient entendre le danger bien réel qui se cachait juste sous la surface. Deux autres touristes étaient assis tranquillement dans la barque, visiblement mal à l'aise avec ce qui se déroulait. Diego avait même mentionné un incident récent où un crocodile avait attaqué un pêcheur qui s'était approché trop près. Sofia, cependant, était déterminée à capturer quelque chose de spectaculaire. Elle portait un sac en plastique rempli de restes de poissons, ayant l'intention d'attirer un crocodile suffisamment prêt pour une vidéo saisissante. Carla l'encouragea, téléphone en main, prête à enregistrer. Diego laissa le skiff se maintenir à quelques mètres du rivage, secouant la tête mais ne disant rien de plus. La chaleur de midi pesait tandis que plusieurs crocodiles flottaient paresseusement près de la surface, leurs yeux et narines à peine visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Les crocodiles américains sont parmi les plus grands prédateurs reptiliens de l'hémisphère occidental, capables d'atteindre des longueurs de plus de 13 pieds et de peser plus de 880 livres. Contrairement à leurs cousins plus agressifs, ils sont généralement méfiants envers les humains, mais le conditionnement alimentaire efface cette prudence naturelle. Ce sont des chasseurs embusqués, comptant sur des explosions de vitesse depuis une position stationnaire. Leurs mâchoires exercent une force écrasante, et une fois qu'ils ont agrippé leur proie, ils utilisent une manœuvre signature, la roulade mortelle. Une rotation violente conçue pour désorienter la proie et déchirer la chair. Dans le fleuve Tarcol, ces animaux se sont habitués aux bateaux et à la présence humaine, ce qui les rend imprévisibles et dangereux. Sofia est montée sur la rive glissante, ses sandales s'enfonçant légèrement dans la boue recouverte d'algues. Elle a agité un morceau de poisson vers l'eau, riant alors qu'un grand crocodile commençait à se diriger vers elle. L'animal bougeait avec un silence étrange, seuls ses yeux et la crête de son museau dépassaient de la surface. Sofia tourna le dos à la rivière un instant, souriant à Carla et à l'appareil photo son talon glissa sur la surface mouillée. Elle agitait ses bras, luttant pour retrouver son équilibre. Le crocodile surgit de l'étagère peu profonde. Ses mâchoires se sont refermées sur sa jambe gauche juste au-dessus de la cheville. La morsure a été immédiate et totale, les dents perforant la peau, les muscles et comprimant l'os. Sofia a été arrachée de ses pieds et traînée en arrière dans l'eau jusqu'aux genoux. Elle a essayé de caler sa jambe libre contre le fond de la rivière, mais le crocodile était déjà en mouvement. Il a tordu tout son corps dans un roulis rapide et puissant. Son genou s'est déboîté avec un bruit sec, tandis que les ligaments se déchiraient. La force de rotation l'a complètement tiré sous la surface et un nuage de limon a éclaté autour d'eux. Le crocodile l'a brièvement lâché, se repositionnant pour une meilleure prise. Il l'a mordu à nouveau, cette fois plus haut sur sa cuisse. Les dents ont pénétré profondément, sectionnant l'artère fémorale. Le sang a assombri l'eau en épaisse volute. L'animal l'a entraîné vers un chenal plus profond, sa queue puissante balayant de côté. La tête de Sofia est à nouveau passée sous l'eau. Elle ne pouvait pas remonter à la surface. Le crocodile a maintenu sa prise, la retenant sous l'eau, alors qu'elle se débattait. Ses mouvements se sont affaiblis, l'eau a rempli ses poumons. La combinaison d'une perte de sang catastrophique et de la noyade a mis fin à sa vie en quelques minutes. Le crocodile a finalement relâché son corps dans le courant plus profond, où il a dérivé avant de s'accrocher à des racines immergées.
Les crocodiles à proximité, attirés par les éclaboussures et l'odeur de sang, ont commencé à se rassembler dans les bas-fonds, une réponse comportementale courante dans les zones où plusieurs animaux rivalisent pour la nourriture. Diego a immédiatement appelé à l'aide par radio, mais lorsque les autorités sont arrivées, il n'y avait plus rien à faire. Le corps de Sofia a été récupéré plus tard dans l'après-midi. Le gardien du parc a déposé un rapport signalant des violations répétées de la sécurité et les dangers de nourrir la faune. Sa famille a publié une brève déclaration exprimant leur douleur et exhortant les autres à respecter les limites de la faune. Les responsables locaux ont annoncé des plans pour augmenter les patrouilles et retirer les crocodiles habitués des zones très fréquentées. Mais Sofia Rojas n'était pas la dernière à sous-estimer le pouvoir des prédateurs sauvages. À des milliers de kilomètres au nord, dans le parc national de Yellowstone, Margaret Doyle allait bientôt faire face à un grizzly protégeant ses petits. C'était le 17 septembre 2018, près d'une prairie en bordure de route dans le parc national de Yellowstone, Wyoming. Le soleil de la fin de l'été projetait de longues ombres sur la prairie dorée où des baies sauvages s'accrochaient encore aux buissons bas, attirant la faune à découvert, les voitures alignées le long de l'aire de stationnement le long de la route principale. Leurs occupants, en train de déborder sur l'accotement avec des caméras et des téléphones levés. À environ 230 pieds dans la prairie, une femelle grizzly et ses deux oursons cherchaient paisiblement de la nourriture, les oursons se bousculant les uns les autres tandis que leur mère cueillait des baies et des branches avec une efficacité pratiquée. Les gardes forestiers se déplaçaient de parmi la foule, rappelant aux visiteurs la règle obligatoire de distance de 100 mètres pour les ours. Mais l'excitation rendait le respect difficile. Margaret Doyle, une comptable de 39 ans de l'Ohio, voyageait dans le parc avec son compagnon Daniel Price, un ingénieur logiciel de 41 ans. Tous deux avaient planifié le voyage depuis des mois, impatients de découvrir la faune de Yellowstone. Daniel était naturellement prudent, vérifiant constamment les consignes du parc et exhortant Margaret à rester derrière la barrière de corde basse que les gardes avaient rapidement tendue entre les poteaux en bois. Le garde Lewis, âgé de 31 ans avec 5 ans d'expérience, patrouillait la foule croissante avec une frustration visible. Il répétait la règle de distance plusieurs fois, son ton devenant plus sévère à mesure que les gens se rapprochaient. Une enseignante à la retraite d'une 60aine d'années se tenait près de Margaret, mentionnant avec désinvolture qu'elle avait vu un panneau plus tôt ce matin avertissant de l'activité récente des ours dans la région. Les avertissements répétés et la tension visible parmi le personnel du parc laissaient de présager la volatilité de la situation, mais l'attrait d'une photo de presse est avéré trop fort pour beaucoup. Margaret a franchi la barrière de corde et a avancé de plusieurs mètres dans le pré. Elle voulait un selfie avec un des oursons visible en arrière-plan. Daniel l'a interpellée, sa voix serrée par l'inquiétude, mais elle l'a ignoré d'un geste de la main. Elle s'est accroupie pour stabiliser son téléphone, son dos partiellement tourné vers la mère ours. Les ours grizzly sont parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord. Les femelles adultes pesant entre 290 et 400 livres et les mâles dépassant souvent 600 livres. Malgré leur taille, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 56 km/h sur de courtes distances. Les truies avec leurs petits sont particulièrement dangereuses, poussées par un instinct protecteur intense. Toute menace perçue envers leurs petits peut déclencher une charge défensive. Et contrairement aux charges de bluff destinées à intimider, une attaque déterminée implique une force physique dévastatrice. Leurs griffes, mesurant jusqu'à 10 cm, et leurs mâchoires puissantes peuvent infliger des blessures catastrophiques en quelques secondes. Laleh leva la tête, les narines dilatées. Elle souffla une fois, une expiration brusque qui traversa la prairie. Puis, elle a chargé. Son corps massif a réduit la distance à une vitesse terrifiante, ses pattes martelant la terre dans un tonnerre rythmique. Margaret s'est levée de sa position accroupie et s'est retournée, trébuchant à reculons sur une petite butte d'herbe. Elle est tombée alors que l'ours l'atteignait. La femelle a frappé la première avec son avant-bras droit, un coup balayant qui a attrapé Margaret à l'épaule et à la poitrine, la projetant sur le côté. L'ours était sur elle instantanément, appuyant de tout son poids. Ses mâchoires se sont refermées sur l'épaule gauche de Margaret, ses dents traversant le tissu de sa veste et pénétrant dans le muscle en dessous. La morsure a écrasé la clavicule avec un craquement audible. Laleh a secoué la tête une fois, un mouvement latéral violent qui a déchiré les tissus et disloqué l'articulation de l'épaule. Le bras droit de Margaret s'agitait. L'ours se repositionna, posant une patte sur son abdomen et l'air qui le quittait ses poumons. La femelle mordit à nouveau, cette fois ciblant la poitrine et le cou. Les dents pénétrèrent profondément, sectionnant les vaisseaux sanguins et écrasant la trachée. Le sang coulait des blessures, s'imprégnant dans l'herbe. L'ours a brièvement levé la tête, scrutant la foule de spectateurs qui commençait à se disperser et a crié. Elle a retourné son attention vers Margaret, lui assénant une autre morsure écrasante au torse. Les côtes se sont fracturées sous la pression. Les organes internes ont été comprimés et déchirés. La truie a reculé, soufflant et balançant sa tête.
Elle a fait une courte charge simulée vers un homme qui s'était approché, puis est retournée vers ses petits. Le ranger Lewis a déchargé un bidon de spray anti-ours en direction de la femelle, créant une barrière protectrice d'aérosol qui a aidé à repousser l'animal vers la lisière de la forêt, une réponse d'urgence standard lors des rencontres avec des ours. Elle les a rapidement dirigés vers la lisière des arbres, jetant un dernier regard en arrière avant de disparaître dans la forêt. Margaret gisait immobile dans l'herbe piétinée, ses blessures étaient incompatibles avec la vie. Des hémorragies massives provenant des blessures au cou et à la poitrine, combinées à des dommages traumatiques aux structures vitales, avaient provoqué un effondrement cardiovasculaire rapide. Le ranger Lewis a radiotéléphoné pour obtenir une réponse d'urgence, mais les ambulanciers arrivés quelques minutes plus tard n'ont pu que confirmer ce qui était déjà évident. Le parc a lancé une enquête immédiate, fermant la prairie et les sentiers environnants. Les responsables de la faune ont suivi la laie et ses petits, mais ont déterminé que l'ours avait agi par défense et ne représentait pas de menace continue pour les visiteurs qui gardaient une distance appropriée. La famille de Margaret a publié une déclaration reconnaissant la tragédie et exprimant l'espoir que d'autres suivront les avertissements de sécurité. Les prairies ouvertes de Yellowstone sont très différentes des voies navigables denses et ombragées du Pantanal brésilien. En mai 2017, la photographe animalière Lauren Foster a rejoint une expédition guidée au cœur de cette nature sauvage inondée, où les jaguars chassent le long des rives encombrées de roseaux et où la frontière entre observateurs et proie peut disparaître en un instant. C'était le 22 mai 2017, le long d'un étroit sentier de jeu contournant la forêt-galerie riveraine dans le Pantanal du nord de Mato Grosso, au Brésil. La saison de basse eau avait concentré la faune le long des canaux en rétrécissement, transformant les bords de la rivière en terrain de chasse pour les prédateurs de sommet de la région. La lumière tachetée filtrait à travers la canopée, illuminant des taches de boue marquées de traces fraîches. Les capybaras paissaient nerveusement près des lits de roseaux et un caïman faisait surface brièvement avant de replonger. L'air était lourd d'humidité et des cris d'oiseaux lointains. Le sentier lui-même n'était guère assez large pour marcher en file indienne, serpentant entre des arbres imposants dont les racines créaient un obstacle naturel. Obstacle le long de la rive du fleuve. Lauren Foster, une photographe animalière de 34 ans, originaire du Canada, avait rejoint une petite expédition dirigée par Polo, un guide de 52 ans avec des décennies d'expérience dans la navigation des dangers du Pantanal. Polo était discipliné et observateur, connu pour sa capacité à lire le comportement des animaux et à assurer la sécurité de ses clients. Ce matin-là, il avait remarqué des empreintes fraîches de jaguars le long du sentier, grandes et profondes, indiquant un mâle de taille importante se déplaçant parallèlement à la rivière. Les empreintes avaient moins d'une heure, encore nettes, dans le sol humide. Il a exhorté le groupe à rester ensemble et à éviter de s'approcher du bord de l'eau. Nina, une photographe de 29 ans voyageant avec Lauren, a respecté le protocole en restant à sa place dans le groupe. Un pilote de bateau d'une quarantaine d'années attendait à un virage en aval, devenant impatient au fur et à mesure que la matinée avançait. La pression du temps poussa Lauren à se dépêcher et lorsqu'elle aperçut un capybara près des roseaux, elle prit une décision qui s'avérerait fatale. Polo avait spécifiquement averti de ne pas se séparer du groupe dans les zones avec des traces récentes de jaguars, notant que les félins utilisaient souvent la végétation dense comme point d'embuscade. Lauren est descendue du sentier, se rapprochant pour cadrer la photo. Elle s'est agenouillée dans la terre meuble, le dos contre un mur de végétation dense. Le reste du groupe continuait devant, leur voix s'estompant. Polo l'a rappelé, lui rappelant de les rejoindre, mais elle l'a écarté d'un geste de la main, concentré sur son appareil photo. Le capybara qu'elle photographiait s'est soudainement figé, ses oreilles se tournant en arrière. Les jaguars sont les plus grands félins des Amériques, les mâles pesant entre 200 et 265 livres. Contrairement aux autres grands félins qui étouffent leur proie, les jaguars possèdent la morsure la plus puissante par rapport à leur taille. Parmi tous les félins, capables d'écraser des crânes et de percer des carapaces de tortues, ce sont des prédateurs solitaires et embusqués qui comptent sur la discrétion et la puissance explosive pour combler de courtes distances. Leur méthode préférée pour tuer implique une morsure précise à l'arrière du cou ou à la base du crâne, sectionnant la moelle épinière ou pénétrant le cerveau. Dans le Pantanal, où les proies sont abondantes pendant la saison sèche, les jaguars patrouillent le long des berges et des lisières de forêt, restant souvent immobiles pendant des heures avant de frapper. Les roseaux derrière Lauren ont bougé. Le jaguar a surgi de sa cachette en deux bonds puissants, réduisant la distance avant qu'elle puisse réagir. Ses mâchoires se sont refermées sur la partie supérieure de son cou par derrière, les dents pénétrant profondément dans le tissu mou. La morsure était immédiate et précise, ciblant les vertèbres cervicales. La force de l'attaque la fit basculer en avant sur ses mains et ses genoux, son appareil photo tombant dans la boue. Le jaguar a maintenu sa prise, exerçant une pression continue. Ses canines ont pénétré entre les vertèbres,
comprimant la moelle épinière et coupant les signaux nerveux vers le reste de son corps. Les bras de Lorraine ont cédé et elle s'est effondrée sur le côté. Le jaguar ajusta sa prise, se repositionnant légèrement pour assurer un maximum de contrôle. Du sang s'écoulait des plaies perforantes, se répandant en dessous d'elle. Le félin commença à la traîner vers la rive de l'eau, ses puissants muscles du cou et des épaules tirant son poids avec aisance. Ses jambes raclèrent des racines et des pierres, laissant une trace dans la terre. Le jaguar s'arrêta au bord de l'eau, relâchant brièvement pour obtenir une meilleure prise. Il mordit à nouveau, cette fois plus haut sur le cou, et la tira partiellement dans l'eau. Le courant peu profond clapotait autour de son torse. Le jaguar tenait la morsure pendant plusieurs minutes, respirant régulièrement et avec contrôle. Les mouvements de Lorraine avaient complètement cessé. La combinaison de traumatisme cervical, de compression de la moelle épinière et d'asphyxie due à la prise prolongée au cou avait mis fin à sa vie. Le jaguar l'a finalement relâchée et a commencé à la traîner vers une couverture plus épaisse le long de la rive, déplaçant instinctivement sa proie loin des zones découvertes. Polo s'est rendu compte que Lorraine n'avait pas rejoint le groupe et a rebroussé chemin. Il a trouvé la végétation perturbée et les traces de traînées menant vers l'eau. Il a crié pour appeler les autres et a contacté le pilote du bateau par radio. Les autorités ont été contactées, mais les efforts de récupération ont été retardés en raison de l'emplacement éloigné et de la présence du jaguar à proximité. Les agents de la faune sont arrivés le lendemain et ont localisé le corps de Lorraine partiellement caché dans la végétation dense. Le jaguar avait abandonné le site. Une enquête a confirmé que l'attaque était de nature prédatrice, probablement déclenchée par sa position isolée et la proximité du couloir de chasse de l'animal. Sa famille a publié un communiqué exprimant leur perte et soulignant l'importance de suivre les instructions des guides dans les zones sauvages. Les autorités locales ont mis en place de nouveaux protocoles exigeant que les photographes restent à portée de main de leurs guides dans les territoires connus des jaguars. Tandis que Lorraine Foster trouvait sa fin dans l'ombre de la forêt du Pantanal, une autre tragédie se déroulait dans les eaux ouvertes au large de l'Australie méridionale. Chad Morrison découvrirait bientôt que le prédateur suprême de l'océan ne montre aucune pitié envers ceux qui ignorent les règles de l'engagement. C'était le 18 janvier 2016, près d'un petit groupe d'îles au large de la péninsule d'Eyre, en Australie méridionale. Les eaux autour des îles sont renommées pour leur population de grands requins blancs, attirant des exploitants agréés qui proposent des expériences de plongée en cage sous des protocoles de sécurité stricts. La mer était agitée ce matin-là, avec une visibilité modérée et un long reflet de l'éblouissement de surface sur les vagues. Un bateau privé avait ancré en dehors de la zone désignée pour les opérateurs, son propriétaire souhaitant prendre des images sans les dépenses et restrictions d'une excursion autorisée. Le bateau tanguait doucement pendant que les mouettes tournaient au-dessus, attirées par l'odeur de l'appât versé dans l'eau. Chad Morrison, un vidéaste de 29 ans de Melbourne, avait été invité à bord par Ben, un propriétaire de bateau de 33 ans, connu pour son attitude audacieuse et sa propension à prendre des raccourcis. Ben avait insisté pour des prises de vue plus rapprochées, négligeant le besoin de permis ou d'équipements de sécurité appropriés. Une cage restait inutilisée sur le pont, jugée trop encombrante pour le type de prise que Ben voulait. Ria, une matelot de 27 ans avec une expérience limitée, leur avait rappelé à plusieurs reprises les exigences en matière de permis et les dangers de pénétrer dans l'eau sans protection. Ces avertissements prudents ont été ignorés. Un opérateur autorisé sur un navire à proximité avait même envoyé un avertissement radio leur demandant de quitter immédiatement l'eau et d'arrêter de jeter des appâts. L'appel radio ignoré préfigurait l'approche investigative pour laquelle les grands blancs sont connus lorsqu'ils sont stimulés par l'odeur et le mouvement. Chad, cependant, était déterminé à obtenir ces images. Il est entré dans l'eau sur une ligne de traîne, ses palmes flottant près de la surface tandis que la traînée d'appât dérivait loin du tableau arrière. Les grands requins blancs sont les prédateurs les plus redoutables de l'océan, atteignant des longueurs allant jusqu'à 20 pieds et pesant plus de 2 tonnes. Ils possèdent des rangées de dents dentelées conçues pour déchirer chair et os, et leur force de morsure peut dépasser 1,8 tonnes par pouce carré. Les grands blancs s'appuient sur une combinaison d'électroréception, d'odorat aigu et de vision pour localiser leur proie. Lorsqu'ils enquêtent sur des sources de nourriture potentielles, ils effectuent souvent des morsures exploratoires pour évaluer si la cible vaut la peine d'être consommée. Leur stratégie de chasse implique d'approcher par en dessous et par derrière en utilisant le contraste entre les profondeurs sombres et la surface lumineuse pour rester indétectés jusqu'au moment final. Dans les zones où l'appâtage est actif, leur comportement devient plus audacieux et plus investigateur. L'habit d'appât s'étalait à la surface, une traînée sombre et huileuse qui attirait plusieurs requins dans la zone. Chad flottait près de la ligne, ajustant sa position tandis que ses jambes battèrent le rythme pour maintenir la stabilité. En dessous de lui, une grande forme passa à travers le scintillement de la lumière réfractée. Sa silhouette était inconfondable. Le requin fit un grand cercle, puis se tourna vers le tableau arrière.
Il s'est approché par en dessous et par derrière, accélérant dans une glissade ascendante et fluide. Le requin a cogné légèrement la palme de Chad avec son museau, une investigation tactile. Il s'est éloigné, tournant en cercle à environ 33 pieds de distance. Chad s'est repositionné sur la ligne, inconscient de la proximité de l'animal. Ses jambes continuaient leur mouvement de ciseaux, créant des vibrations qui se propageaient dans l'eau. Le requin a de nouveau accéléré, cette fois s'engageant dans une attaque complète. Ses mâchoires s'ouvrirent grandes alors qu'il remontait brusquement, se refermant sur la cuisse droite et la hanche de Chad. Les dents pénétrèrent profondément, perforant l'artère fémorale et écrasant les tissus musculaires. La force de la morsure le porta sur plusieurs mètres à travers l'eau avant que le requin ne relâche. Du sang se déversa dans l'eau environnante en épais nuages, se répandant rapidement. Le corps de Chad se relâcha, ses bras flottant vers l'extérieur. Le requin fit demi-tour, ses mouvements délibérés et non pressés, il s'approcha à nouveau par en dessous, cette fois visant le bas du torse et la partie supérieure de la jambe gauche. Le requin s'est éloigné, disparaissant momentanément dans des eaux plus profondes. Quelques instants plus tard, le requin était repassé sous Chad, attiré par le sang et les vibrations de ses nageoires agitées, dans un schéma d'investigation typique plutôt qu'une seconde attaque délibérée. La deuxième morsure a été tout aussi dévastatrice, les dents déchirant la région pelvienne et sectionnant d'autres vaisseaux sanguins majeurs. Le requin a brièvement secoué la tête, un mouvement latéral qui a élargi les blessures et causé d'autres dommages aux tissus. L'animal relâché s'éloigna à nouveau vers des eaux plus profondes, disparaissant de la vue. Chad flottait près de la surface, la ligne toujours attachée à son harnais. Ben et Rhea criaient depuis le pont, se précipitant pour le hisser vers la plateforme. L'eau autour de lui était sombre de sang. Lorsqu'ils l'ont tiré sur la plateforme de plongée, il avait perdu connaissance. Les blessures étaient catastrophiques. L'artère fémorale avait été complètement sectionnée et le traumatisme pelvien avait provoqué une hémorragie interne massive. Malgré les tentatives d'appliquer une pression pour contrôler l'hémorragie, la perte de sang était trop rapide et trop importante. Chad Morrison est mort en quelques minutes, son corps incapable de supporter les blessures infligées par les mâchoires puissantes du requin. Les autorités ont lancé une enquête immédiate sur l'incident. Le bateau privé a été trouvé en train d'opérer sans les permis requis et l'utilisation de l'appât en dehors des zones désignées a été citée comme un facteur contributif. Ben risquait d'être accusé de négligence et de violation des règlements de sécurité maritime. La famille de Chad a publié une courte déclaration exprimant leur chagrin et appelant à une application plus stricte des règlements sur la plongée avec les requins. L'incident a ravivé les débats sur le tourisme de requins non réglementé et les risques posés par ceux qui privilégient le spectacle à la sécurité. Les biologistes marins ont noté que le comportement du requin était cohérent avec des morsures d'investigation déclenchées par l'appât et l'activité de surface, soulignant que les grands requins blancs ne ciblent généralement pas les humains comme proie, mais vont enquêter sur des stimuli inconnus dans leur environnement. L'océan ouvert a réclamé Chad Morrison, mais le danger ne se cache pas seulement dans l'eau. Au cœur des forêts bordant le parc national impénétrable de Bwindi, en Ouganda, Rose Carter allait bientôt découvrir que mimer le comportement d'un gorille d'os argentée a des conséquences bien plus mortelles qu'elle ne l'imaginait. C'était le 9 août 2016, le long de la lisière de la forêt près du parc national impénétrable de Bwindi, dans le sud-ouest de l'Ouganda. La zone où la forêt de montagne dense rencontre les terres agricoles communautaires a longtemps été une zone de tension, avec des troupes de gorilles habitués s'aventurant occasionnellement pour se nourrir de culture. Une douce lumière matinale traversait les grands arbres, illuminant le sous-bois où une troupe de gorilles des montagnes se nourrissait tranquillement de végétation. L'air était frais et immobile, portant l'odeur terreuse de la terre humide et des feuilles en décomposition. Rose Carter, une bénévole de 45 ans originaire d'Angleterre, était arrivée en Ouganda 2 semaines plus tôt pour travailler avec une organisation de développement rural. Elle avait exprimé son intérêt pour voir les gorilles et avait été mise en relation avec Kato, un guide non autorisé de 36 ans qui offrait des visites hors piste à une fraction du coût des permis officiels. Kato était opportuniste et évasif, rejetant les préoccupations concernant la sécurité et le protocole au profit du gain. Il a conduit Rose et un petit groupe, y compris Myriam, une bénévole d'association de 43 ans qui était consciencieuse et respectueuse des règles le long d'un chemin non marqué qui contournait la limite du parc. Myriam a exhorté à plusieurs reprises le groupe à maintenir une distance et à suivre les consignes établies, mais Kato a balayé ses inquiétudes. Un agriculteur local d'une 50aine d'années travaillant dans un champ voisin a remarqué le groupe et les a avertis du comportement imprévisible récent de la troupe, en particulier du dos argenté dominant. Son avertissement a préfiguré la réaction défensive que les mâles territoriaux sont connus pour exprimer lorsqu'ils sont défiés. La troupe se nourrissait paisiblement dans le sous-bois, le dos argenté, positionné à environ 10 pieds derrière un jeune arbre. Son cadre massif partiellement caché par le feuillage, Kato a instruit le groupe de rester en arrière, mais n'a pas imposé la distance.
Rose, captivée par la proximité des animaux, s'avança devant les autres. Elle leva les bras et se frappa la poitrine 2 fois, imitant le comportement de démonstration qu'elle avait vu dans des documentaires. Le son se répercuta à travers la forêt silencieuse. Les gorilles de montagne sont les plus grands primates vivants, les mâles adultes, appelés dos argentés, pesant entre 300 et 485 livres. Malgré leur régime herbivore, ils possèdent une force physique immense, avec une puissance de bras et de mâchoires capable d'infliger des traumatismes sévères. Les dos argentés sont responsables de la protection de leur groupe et ils interprètent certains comportements tels que le contact visuel direct, les vocalisations fortes ou les tambourinements de poitrine comme des défis à leur autorité. Lorsqu'il est menacé, un dos argenté peut effectuer une charge de bluff. Mais si la menace perçue persiste, la charge peut se transformer en une agression physique complète. Leurs canines peuvent infliger des morsures écrasantes et leurs membres puissants peuvent générer un traumatisme contondant suffisant pour briser des os et rompre des organes internes. Le dos argenté se leva de toute sa hauteur. Ses yeux se fixèrent sur Rose. Il tomba à 4 pattes et chargea en ligne droite, couvrant la distance en quelques secondes. Rose trébucha en arrière, son pied accrochant une racine. Elle est tombée alors que le dos, argenté, l'atteignait. Il a frappé en premier avec ses 2 mains, une puissante poussée à 2 mains qui l'a envoyé s'étaler sur un sol inégal. Sa tête a heurté une pierre saillante et sa vision s'est brouillée. Le dos argenté se tenait au-dessus d'elle, son souffle audible, et a mordu avec force son épaule gauche. Ses canines ont percé le tissu de sa chemise et pénétré dans le muscle en dessous, écrasant la clavicule et déchirant les tissus. Le sang a imbibé ses vêtements. Il a appuyé de tout son poids, la clouant au sol. Le bras droit de Rose s'est agité faiblement, mais le dos argenté l'a ignoré. Il a changé de position et l'a frappé à la poitrine avec son avant-bras, un coup vers le bas qui a fracturé plusieurs côtes. La force de l'impact a comprimé ses poumons et causé des saignements internes immédiats. Elle a halté, incapable de prendre une respiration complète. Le dos argenté l'a saisie par le torse et l'a légèrement soulevée avant de la lancer à une courte distance. Elle a atterri sur le côté, son corps mou. Il se redressa à nouveau, se frappant la poitrine dans un geste dirigé vers les autres humains qui s'étaient dispersés et criaient à distance plus sûre. Il retourna vers Rose et lui donna un autre coup dans le ventre, son poing s'enfonçant dans son abdomen avec assez de force pour lui éclater la rate et le foie. Il retourna vers Rose et lui donna une dernière poussée, la faisant basculer sur le côté. L'impact a causé un traumatisme interne grave, y compris des organes rompus. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, l'attaque a pris fin, le dos argenté se retirant une fois que la menace perçue ne bougeait plus. Satisfait que la menace avait été neutralisée, le dos argenté s'est retourné et est reparti vers sa troupe. Il a émis un son, un grondement sourd, et a commencé à rassembler les autres gorilles plus profondément dans la forêt. Rose est restée immobile sur le sol de la forêt, ses blessures étaient catastrophiques. La combinaison d'un traumatisme contondant à la poitrine et à l'abdomen, ainsi qu'une hémorragie interne massive, avait causé l'effondrement de son système cardiovasculaire. Elle est morte en quelques minutes. Cato et Myriam se sont approchés prudemment une fois que la troupe s'était éloignée. Cato a appelé à l'aide par radio, mais l'emplacement éloigné signifiait que l'assistance mettrait des heures à arriver. Au moment où les gardes forestiers et le personnel médical sont arrivés sur le site, Rose était décédée depuis plus d'1 heure. Une enquête a été lancée sur les circonstances de la rencontre. Cato a été trouvé en train d'opérer sans autorisation appropriée et son rejet des protocoles de sécurité a été cité comme un facteur principal dans la tragédie. La famille de Rose a publié une déclaration exprimant leur chagrin et appelant à une réglementation plus stricte du tourisme des gorilles. Les organisations de conservation ont souligné que les gorilles de montagne sont des animaux sauvages et qu'approcher d'eux en dehors des visites autorisées représente des risques significatifs. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus ? Cliquez sur votre écran maintenant